Bonjour à tous, merci beaucoup. Je suis ravi d'être là. Je suis content de faire ce topo que j'aurais bien aimé avoir quand j'étais étudiant. Et en fait, c'est un topo que j'ai jamais entendu. Vraiment de l'apprentissage en salle. Je suis content de le faire avec Yann. Je vais vous expliquer pourquoi derrière dans quelques instants. Déjà, pourquoi en parler? C'est parce que ça concerne tout le monde. Dans les établissements de santé, la réévaluation des antibiotiques est un des critères de la certification HAS. En médecine de ville, en médecine générale plus spécifiquement, la consommation d'antibiotiques critiques, alors c'est le nombre de prescriptions, c'est pas le nombre de jours, fait partie des ROSP. Euh, je sais plus l'acronyme exact, mais la rémunération sur des objectifs. De santé publique. Euh, et voilà, et puis les dernières recommandations sur les durées de traitement, bien sûr, réinsistent, comme à chaque fois, sur la réévaluation des antibiotiques. À chaque fois, on en parle, mais on dit jamais ce qu'il faut faire, à quoi ça sert, quel est l'intérêt, et puis surtout comment on fait. Et donc, c'était un échange que je voulais avoir. Comment on va faire? Eh ben, je vous propose une méthodologie en duo. Moi, je suis infectiologue, l'hospitalier, peut-être un peu sur sa tour d'ivoire. En tout cas, on n'a pas du tout un mode d'exercice identique, avec du coup, je pense, des avantages et des défauts des deux situations. Et donc, je suis très content d'avoir Yann à mes côtés qui va compléter mes slides à chaque fois pour essayer de coller mes idées d'utopiste à la réalité du terrain. Ce qu'on voulait en fait démontrer avec ce diaporama, c'était qu'est-ce que ça voulait dire la réévaluation clinique aussi en médecine générale. Est-ce que c'était une amélioration clinique seule? Est-ce que c'était une amélioration biologique, les deux associés? Est-ce que c'était la guérison du patient ressentie par le patient, la guérison euh, concrète et vue par le médecin. Une toux résiduelle, on en parlera sur différents aspects, mais une toux résiduelle, par exemple, peut être ressentie comme un échec de traitement pour un patient qui va revenir plusieurs fois pour une bronchite, par exemple, et qui finira peut-être par une prescription d'antibiotiques. Donc, justement, ce diaporama permettra de donner un petit peu peut-être des clés pour répondre à ces questions. Premier topic proposé, c'est l'infection respiratoire basse. Pourquoi? Parce que là, il n'y a pas souvent une documentation, surtout en médecine de ville. Pour autant, la microbiologie est assez maîtrisée, c'est-à-dire qu'on ne trouve le germe que dans un tiers des cas. La réévaluation antibiotique prend de l'importance parce qu'on n'aura pas une objectivation du germe, de ses résistances potentielles. Et aussi, c'est à prendre l'importance parce qu'il y a une gravité potentielle. Ça fait partie quand même des infections courantes qui peuvent emmener jusqu'à l'hospitalisation. Donc là, c'est un papier pour vous montrer de manière récente, hein, grâce à l'apport des PCR, que la grande part des virus dans les infections respiratoires basses, finalement peu de co-infections, je trouve, et une prévalence, une incidence des causes bactériennes uniques assez faible. Assez faible surtout parce qu'il y a une grande partie de non documentés. Et du coup, François, dans tout ce que tu vas nous dire là, ça va être valable à la fois pour l'hôpital et pour la ville, du coup, c'est ça? Alors, je ne connais pas de papier spécifique dans la ville pour la microbiologie, mais on peut penser que c'est relativement la même, vu le poids des virus en ville en particulier. Si on regarde les recommandations pour les infections respiratoires basses, ça a l'air assez facile. D'ailleurs, ça fait longtemps qu'on ne les a pas changées. À chaque fois, on nous dit que c'est pour bientôt. Euh, c'est réévaluation à 48 heures. Grosso modo, on commence avec l'amoxicilline. Là, je vous ai mis le sujet tout venant sans comorbidité. On réévalue à 48 heures. Et si échec, on change pour viser les intracellulaires. Pour autant, dans les recommandations, même argumentées, il n'y a aucune définition de ce qu'est un échec à 48 heures. Alors, ce que je vous propose de voir, enfin, si tu es d'accord, Yann, c'est qu'est-ce qu'un échec à 48 heures? Le grand papier sur le traitement de l'infection respiratoire basse, c'est un papier français fait par Aurélien Dean, qui est un infectiologue à Garches, qui a fait un papier assez courageux, je trouve. C'est d'arrêter les antibiotiques AJ3, de les évaluer de manière contrôlée, randomisée,
dans les pneumopathies, cette fois-ci hospitalisées. Mais je pense que raisonnablement, on peut faire la même chose dans les pneumopathies aiguës communautaires pris en charge en ville. Alors, qu'est-ce que ça ne concerne pas? Ça ne concerne pas les immunodéprimés, ça ne concerne pas les infections de réanimation, et ça élimine aussi, je ne l'ai pas noté, les pneumopathies d'inhalation. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Bon, ils ont simplement randomisé à 72 heures les patients qui s'étaient améliorés à J3, ils ont regardé à J15 comment ils vont. L'étude montre une non-infériorité du traitement de 3 jours versus donc 7 jours complets. Mais bon, ça, peut-être vous l'aviez déjà vu. Ce que je trouve percutant dans ce papier, c'est les critères de bonne évolution à 72 heures, qu'on va appeler les critères de Halm, du nom de l'auteur. Je vais vous montrer son papier après. C'est quoi les critères qu'il avait retenus? C'est une apyrexie à 37,8. Attention, il faut retenir cette valeur de 37,8. Une fréquence cardiaque globalement normale, une absence de polypnée, une tension normale et une absence de confusion. Tu remarques, Yann, c'est que des critères finalement évaluables par des paramédicaux. Pas besoin d'auscultation pour le coup, seulement des prises de constantes et l'analyse du patient. Les Américains sont un peu plus pragmatiques que nous parce qu'ils en parlent dans leurs recommandations de prise en charge. Voilà le papier de Halm où il a regardé, lui, c'est des années 90. Il n'a pas regardé pour la durée d'antibiotiques, il a regardé pour savoir quand est-ce qu'on pouvait faire sortir un patient d'hôpital de façon sécurisée sans réhospitalisation. Il a pris une population, on va dire, normale de pneumopathie communautaire hospitalisée, une mortalité de 6%, ça me paraît une manière de résumer que ce n'est pas des petites pneumopathies. Et à gauche, vous voyez les critères sur les constantes. Ce que je voudrais que vous reteniez, c'est que les premières choses qui s'améliorent, c'est la fréquence cardiaque et la tension. Okay. Ensuite, c'est la fréquence respiratoire. Et en dernier, c'est la saturation. Alors bien sûr, hein, si on se met dans la ville, le critère est à 90% de désaturation. Donc, ça peut concerner tout de suite tous les patients. Le dernier critère est souvent absent pour la prise en charge en ville. Plus intéressant, la fièvre. Donc, il a beaucoup hésité et le papier tourne autour de ça sur quel seuil d'apyrexie il prend. Et vous voyez que il faut se mettre d'accord en amont sur le seuil parce que, évidemment, 38,3, on va l'avoir assez rapidement. Grosso modo, la moitié de la population à J2 a le critère, mais ça veut dire qu'il y a aussi la moitié de la population qui va continuer de s'améliorer et que si on réévalue à J2, ben, on va réévaluer un peu trop tôt. Et on voit aussi, ça c'est pour la pratique de tous les jours, beaucoup de patients font leur propre seuil d'apyrexie parce qu'ils ont une température de base très basse ou des choses comme ça. Il faut faire attention à cette population-là parce que le critère inférieur à 37,2, il est beaucoup, beaucoup plus long à obtenir. On va l'obtenir et c'est ça la différence. C'est pour ça qu'il ne faut pas prendre ce critère, même si le patient il a raison. Ce qui est important, c'est le chemin vers l'apyrexie, que la température baisse. En mode temps, donc je vous ai dit pas trop tôt, sinon on risque de conclure à tort à un échec, mais non plus pas trop tard. J'adore ce papier, dès que je parle d'infection respiratoire, je le présente. Je crois que mes collègues le connaissent du coup. C'est des Anglais qui ont eu le culot d'inoculer du VRS, donc le virus de la bronchiolite, à des sujets sains et même des sujets malades avec des BPCO de stade 2, donc des BPCO, on va dire, moyennement sévères. Ils ont été rémunérés pour ça, rassurez-vous. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, la bronchite, c'est long. En gris clair, la courbe du dessous, que vous voyez ici, c'est les sujets sains. Vous voyez qu'ils vont être dyspnéiques. Hein. Je ne vous ai même pas mis la courbe de la toux. Je vous ai mis la courbe de la sensation de dyspnée. Et bah, jusqu'à 2 semaines. OK. Et le BPCO, regardez, ça va jusqu'à 6 semaines. OK. Le pire étant qu'on en a tous marre de notre bronchite. Les premières semaines, les gens savent qu'il faut attendre, etc. Mais ils viennent pile pour la BPCO au pic de la sensation de dyspnée. Là, ils en ont marre. On va les mettre sous antibiotiques. Si on réévaluait trop tard,
forcément, ça va s'améliorer parce que la maladie, naturellement, va s'améliorer. On oublie les histoires naturelles des maladies dans la réévaluation. Alors là, tu nous parles de la Disney, mais qu'est-ce qu'il en est de la toux aussi? Bah, là, tout, ça va être beaucoup plus long et c'est ce qu'on apprend dans les livres. Et le papier le remonte, si vous voulez le relire, il y a 3 à 4 semaines de toux chez le sujet sain et même un peu plus chez le patient BPCO. Hmm. Donc, ce qu'on voit souvent, hein, c'est l'antibiothérapie qui est prescrite pour 7 jours et la réévaluation est faite à J7. On ne peut pas faire une bonne réévaluation à J7, en tout cas, je crois que c'est trop tard. Alors, je me suis amusé à un petit calcul mathématique qui est forcément, on va dire, un peu osé hein, d'un point de vue méthodologique, mais le but, c'est la discussion. C'est que j'ai repris donc, dans les papiers de Halm la médiane pour obtenir les critères de guérison qu'a utilisé Aurélien Dine pour l'arrêt des antibiotiques à J3. Donc 50% à tous les critères à J3, 25% c'est à J2 et 75% c'est à J6. Malheureusement, je n'ai pas assez de données, donc j'ai calculé grosso modo que c'est 59% à J4 et 67% à J5. J'ai fait quelque chose de linéaire, parce que peut-être un peu faux, mais c'est pas grave. Et remarquez que réévaluer à J2, on va pas beaucoup économiser d'antibiotiques parce qu'on va trop se tromper dans la réévaluation antibiotique. Donc je crois que les recommandations sont trop optimistes de dire qu'on va réévaluer à J2, sauf si on prend des critères très souples de réévaluation, ce que font peu de nos collègues. Il faudrait vraiment juste accepter un peu moins de fièvre et une normalisation de la fréquence cardiaque, quelque chose comme ça, ce qui est quand même très 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 léger pour faire une réévaluation. À J3, c'est là où on va le plus économiser d'antibiotiques. On va en économiser un tiers. Comment j'ai fait ce calcul? J'ai dit que tous ceux qui avaient les critères ont arrêté les antibiotiques à J3 et les autres, ils ont les 7 jours complets. À J4, bah, on va avoir à peu près la même quantité d'économie en étant encore plus sûr de la qualité de notre évaluation. Et après, on n'économise plus assez. À J5, ça va être que 20%, ce qui est déjà pas mal. Hein. À J6, J7, bah, on n'économise rien. Je crois que la réévaluation à J7, le patient qui vient parce qu'il a fini sa boîte d'amoxicilline, mais ça va pas mieux, ça, c'est pas une pratique qui est efficiente. Et du coup, qu'est-ce qu'on dit au patient qui revient et qui n'a pas fini ses boîtes d'antibio et qui va mieux? Qu'est-ce qu'on dit du coup? Est-ce qu'il faut finir ou reprendre? Eh ben non, dans l'infection respiratoire, ce que montre le papier d'Aurélien Dine, et c'est les recommandations de la SPILF désormais hein, depuis 1 an et demi, c'est qu'on peut arrêter à J3 si les critères d'amélioration sont là, qui sont des critères sans auscultation. Et remarquez aussi, parce que dans la réévaluation, on pourrait se dire on va éliminer l'apparition d'une pleurésie. La douleur thoracique ne fait même pas partie de ces critères de réévaluation. Ce qui spontanément, moi, m'a étonné, mais ça marche dans ces papiers, donc il faut qu'on essaye et que ce soit réévalué dans la pratique de tous les jours, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire, Yann? À J2, je crois que c'est trop tôt, mais il faut quand même que ça aille un petit peu mieux à J2. Il faut un peu moins de fièvre. Et s'il n'y a pas d'amélioration, par contre, on peut déjà changer les antibiotiques à J2. L'idéal pour moi, ce serait de réévaluer les antibiotiques à J3, J4. S'il y a une tendance à l'amélioration, je sais que tout le monde ne sera pas encore guéri. En tout cas, de dire qu'à partir de ce moment-là, le patient peut arrêter l'antibiothérapie, je trouve que c'est un message assez fort et qui va économiser de la consommation d'antibiotiques. La grande question que je me pose, et ça, il faudra que ce soit analysé scientifiquement, c'est par qui? Si les critères ne sont que par appli clinique et que nos médecins généralistes sont débordés, parce que ça, je le sais quand même si je suis utopiste, qui va le faire? Est-ce qu'une délégation infirmière est possible? Personnellement, et je sais que ça fait partie des topos de la matinée, moi j'y crois. Je pense que c'est quelque chose de tout à fait faisable. Voire l'éducation du patient. Alors, le problème de l'éducation du patient, c'est qu'il y en a qui vont très bien comprendre, qui vont très bien faire, mais est-ce qu'on abandonne sur la route ceux qui n'ont pas compris? Ça, c'est toujours très délicat. Un problème de fond, c'est qu'une durée d'antibiotique se définit bien mieux lors de la réévaluation que lors de l'initiation. Ce n'est pas le parti pris aujourd'hui dans les recommandations. Et donc, que vont devenir ces boîtes d'amoxicilline arrêtées? Est-ce que ça va être pour du mésusage derrière sur la bronchite? Est-ce que dans ces cas-là, c'est une vraie solution environnementale? Ça, c'est une vraie question et qui devrait être évaluée, mais c'est très difficile à faire. En tout cas, s'il y a un message à retenir,
C'est pas de la réévaluation à J6, J7, ça n'a pas de sens. Et tu nous as parlé au tout début, du coup, ça c'était pour le patient non grave, qui n'avait pas de comorbidité, mais un patient du coup immunodéprimé, est-ce qu'on garde ces critères-là J2, J3, enfin J3, J4, comme tu disais? Maintenant, aujourd'hui, non, on peut pas. Tu me fais penser à la slide suivante, et je vais te répondre sur celle-ci. Ça, c'est les aplasies fébriles. C'est l'évolution de la flèvre dans les aplasies fébriles. Alors, je suis allé chercher des vieux papiers pour trouver ça, parce que cette analyse de la clinique, elle est un peu oubliée. Regardez, donc le temps n'est pas le même, hein. La CJ4, la CJ8, eh ben, il y a 50% de la population en aplasie fébrile qui aura la pyrexie à J4. Donc, oui, c'est une population qui est grave, qui risque d'aller en réanimation de manière bien plus importante, voire de mourir de son infection respiratoire. Mais il faut être beaucoup plus prudent. Et dans cette population-là, il faut rester sur la durée de 7 jours. Ça me paraît assez évident. Ok, donc sans globules blancs, en cas de terrain immunodéprimé, on a encore moins d'études et il faut être encore plus prudent. On passe aux infections urinaires. Là, on n'est pas du tout sur la même problématique. En tout cas, pour moi, ce n'est pas la même problématique parce que ici, fort heureusement, on a accès à une documentation qui est précise. Ce qui peut mettre en difficulté le médecin généraliste parce que on va avoir une possibilité de réévaluation beaucoup plus complexe avec plein d'entérobactéries différentes, plein d'antibiogrammes différents, des changements dans les recommandations d'analyse, de rendu des antibiogrammes, etc. Mais finalement, c'est quand même faisable. Il y a des lignes d'avis qui sont là pour les cas difficiles. J'ai trouvé une thèse qui m'a plu parce que dans la préparation avec Yann, on se disait mais qui fait vraiment et ça, c'est une thèse grenobloise récente auprès de 41 cabinets de médecine générale. Et ben, en fait, c'est dans deux tiers des cas que la réévaluation est bien tracée, donc c'est déjà pas mal. Et le grand message, c'est que ici, l'amélioration des symptômes est très rapide. Donc, on sait si ça va mieux ou pas. C'est pas la guérison. Si on regarde, la guérison est plus longue. C'est la courbe que je vous ai mis, hein. Là, c'est vraiment la guérison. Mais dès 24 heures, il y a déjà 25% qui a vraiment les critères de guérison. Et au-delà, ça s'étale jusqu'à J6. Et là, du coup, tu parles que d'amélioration, mais si c'est le cas inverse, combien de temps on attend avant de dire que ça ne marche pas? Et ben, ce papier-là, je ne l'ai pas trouvé. J'aimerais qu'on fasse ce genre de papier. Effectivement, combien de temps on attend? Ce que montre cette analyse de la littérature, c'est que c'est la polyurie qui va s'améliorer en premier. Et donc, je pense que quand même, quand on voit que l'amélioration à 91% au deuxième jour, hein, je vous ai montré deux papiers parce que les chiffres ne sont pas tout à fait présentés de la même manière, ça veut quand même dire qu'à J2, si ça ne s'est pas amélioré, s'il y a encore la polyurie, c'est pas normal. J'ai vu récemment une jeune fille de 22 ans qui faisait sa deuxième infection urinaire dans sa vie. Elle avait eu d'abord la phosphomycine, pas d'amélioration, elle a attendu 5 jours, SOS médecin, elle disait qu'elle n'avait pas le temps de faire le CBU, pas de CBU, elle a eu le pivmécélinam, pas de bol, c'était un staph saprophyticus, elle a dû aller aux urgences pour avoir le CBU et une réévaluation par l'infectiologue pour avoir son Bactrim. Alors, petite question, juste comme tu dis, en ville, on n'a pas systématiquement d'antibiogramme, on ne fait pas systématiquement un ECBU. Du coup, si on commence un premier traitement qui ne marche pas, petite question comme ça, combien de temps on attend, quelle fenêtre thérapeutique pour refaire à ce moment-là un ECBU? Si je reprends l'exemple de cette patiente, elle était toujours sous l'effet des antibiotiques et bah, le CBU a poussé à Staphylococcus saprophyticus. Donc on peut le faire en sachant qu'il sera moins fiable, je pense. Et après, déjà 48-72 heures, c'est déjà pas mal pour une infection urinaire qui a des inoculums et une sensibilité assez importante. C'est pas vrai pour des hémocultures, 48 heures, mais pour un ECBU, c'est déjà bien. La dermohypodermite bactérienne non nécrosante, là, le diagnostic, il semble facile. Dans les critères HAS sur l'urée des antibiotiques qui précisent qu'il faut être précis dans le diagnostic. Et ça contient l'érysipèle, l'infection à strepto A, et toutes les surinfections d'ulcères, de plaies, et c'est pas tout à fait la même maladie. Ce qui va mettre en difficulté, c'est qu'il n'y a pas de documentation, mais alors la microbiologie est encore plus restreinte que pour l'infection respiratoire. La difficulté, elle vient ici du terrain.
Et je voulais vous montrer cette étude faite en Norvège. Ils l'ont fait en Norvège parce qu'il n'y a pas de SARM. Donc, ça permet de s'enlever encore plus de difficultés microbiologiques. C'est une étude prospective où ils ont fait des évaluations à J1, J3 et un appel du patient à J15 pour voir comment il allait. L'antibiothérapie était complètement libre et ils ont fait une réévaluation avec et la clinique et la biologique, à savoir la leucocytose et la CRP. C'était de l'infection hospitalisée. On voit que c'est quand même plus facile de faire les réévaluations en hospitalisation, je le reconnais, sur une population qui me semble importante. Quand tu parles de réévaluation pour les résipels dermohypodermite bactérienne non nécrosante, qu'est-ce qu'on surveille? Qu'est-ce qui est le facteur le plus prédictif du coup? Ça serait une rougeur, la fièvre, la douleur? Eh ben, la rougeur, que ce soit l'intensité de la rougeur, de l'érythème et la surface atteinte, c'est ce qui s'améliore le plus vite. Et dès J1, il y a la moitié de la population qui s'améliore, ce qui est très important, hein. Ok. Et vous voyez que par exemple, la fièvre met beaucoup plus de temps à disparaître, ce qui n'était pas ce que spontanément j'avais retenu d'ailleurs de ce papier quand je l'avais retrouvé. Mais bon, ce que j'avais retenu de ce papier et ce qui me semble important, c'est de dire qu'il y a une sous-population auquel il faut faire attention, chez qui la réévaluation trop précoce va faire passer de la mox à la piostacine, à l'augmentin, alors que le papier montre que ça ne change pas grand-chose. Ce sont plutôt une population féminine avec un terrain cardiovasculaire et un tableau non typique d'érysipèle. Ok, c'est à peu près ça le stéréotype phénotypique. Pourquoi? Parce que le drainage veineux, s'il est de mauvaise qualité, les cytokines inflammatoires risquent de rester au site infectieux plus longtemps, et la diffusion de l'antibiotique, diffusion passive, hein, dans les parties molles, elle va être ralentie par le défaut de drainage veineux. Ok. Il y a un autre élément que je trouve intéressant dans ce papier, c'est que il regarde le délai de prise en charge diagnostique. Et il y a un truc contre-intuitif qui sort, c'est que plus la prise en charge est retardée, plus il y a d'amélioration à J1. Et leur conclusion, c'est de dire que finalement, il y a une histoire naturelle de l'infection cutanée et qu'il y en a qui s'améliorent avant même que les antibiotiques aient fait leur effet. Donc attention, dans cette réévaluation antibiotique, on a toujours le problème de l'histoire naturelle sous-jacente. Et alors la question aussi, c'est est-ce qu'on reste purement clinique ou est-ce que c'est nécessaire de surveiller par une CRP régulièrement? Alors, dans ce papier, la non-amélioration à J3 n'est pas associée à un échec à J15. Okay, donc, c'est le seul papier où je trouve une réévaluation qui montre bien l'association à l'échec ou non derrière. Ce qui est assez perturbant, hein, parce que nous, on prône la réévaluation, déjà, avant tout, pour ne pas rater un échec d'antibiothérapie. Mais en fait, ça s'améliore beaucoup trop lentement. Ce que vous voyez, c'est que je vous l'ai mis ici par rapport à la CRP. Ceux qui s'améliorent que par la CRP, c'est les hachurés gras. Au départ, il y a un peu de discordance, mais très vite, ça devient concordant entre la clinique et la CRP. Entre des J2, J3, ça y est, c'est concordant. Donc en fait, pour moi, l'adjonction de la réévaluation biologique à la réévaluation clinique apporte peu, sauf si on est pressé. Mais elle prend le risque d'avoir un résultat discordant qu'on ne sait jamais quoi faire. Ce que j'aurais tendance à proposer, et c'est ce qu'on fait globalement dans l'équipe, c'est qu'on utilise la réévaluation biologique quand l'interrogatoire est mis en difficulté. Simplement, quand notre clinique ne va pas être fiable. Sinon, ça ne sert pas à grand-chose. Si vous avez les capacités de faire une réévaluation clinique, ce n'est pas la peine de programmer une réévaluation biologique. Peut-être qu'il y a plus de place si on n'a pas la capacité, en termes de temps, de capacité médicale, de faire la réévaluation clinique. Alors, je suis content d'avoir fait ce travail-là, parce que ça faisait longtemps que ça trottait dans ma tête. Je crois que la réévaluation nécessite une solide connaissance de la maladie et des critères pertinents. Il y a plein de choses à faire et j'ai vraiment l'espoir que l'élan des CRATB qui a été impulsé donne de la force dans cette histoire de réévaluation des antibiotiques. Le dogme général de la réévaluation à 48-72 heures, je le trouve à titre personnel trop simpliste. Je fais peut-être un peu trop de maladies infectieuses dans ma vie, mais à mon avis, on surdiagnostique des échecs dans ces cas-là, et donc on represcrit un auto-antibiotique
et c'est un facteur de consommation. Cela n'empêche qu'il faut réévaluer pour stopper les antibiothérapie inutiles ou inefficaces. Ça, on ne peut pas dire le contraire. Et ça a aussi, et j'espère vous l'avoir démontré, un intérêt pour raccourcir les antibiothérapie. Pour le moment, c'est démontré que dans l'infection respiratoire, mais je suis sûr que ce papier va faire des petits bébés. Et alors, quand est-ce qu'il faut réévaluer? Ce que je te propose, Yann, c'est de faire J2 dans l'urinaire. Pourquoi? Parce que la clinique s'améliore très vite, et surtout parce que c'est à peu près le délai pour avoir l'antibiogramme. En tout cas, il faut réévaluer quand on a l'antibiogramme. Est-ce qu'il faut faire venir le patient ou est-ce que ça peut être fait en téléconsultation, téléphonie, que sais-je? Ça sera aussi à montrer. Je ne suis pas sûr que l'examen clinique apporte grand-chose dans la réévaluation urinaire. À J3, c'est à mon sens que clinique, et J3, ça me paraît malgré tout bien, parce qu'il faut aussi penser à l'éducation du patient. Mais chez la femme avec un terrain cardiovasculaire, surtout s'il y a des atypies, une dermite ocre sous-jacente ou des ulcères, J4, J5 me semble plus pertinent. Et enfin, pour le respiratoire, J3, ça me paraît bien, ça permet de respecter les recommandations, uniquement clinique. Et si on n'a pas le temps, il n'y a pas de souci pour le faire à J4, voire à J5. Juste petite question par rapport au délai de réévaluation, notamment urinaire. On avait pu en parler. C'est qu'est-ce qu'on risque au final si jamais on n'a pas le bon, antibiotique tout de suite? Est-ce que ça va se transformer forcément en pyélonéphrite et puis ça nous échappe, ou on a une chance de Non, sauver la heureusement, personne? on a le temps. Vous savez qu'il y a des papiers sur le fait de différer l'antibiothérapie. Alors, c'est sûr, hein, le premier objectif du traitement de l'infection urinaire, c'est le traitement symptomatique. Les infections urinaires, les cystites peuvent guérir spontanément. On l'oublie un petit peu. C'est tellement désagréable qu'il faut quand même les traiter pour les soulager. En tout cas, on peut, et pour des raisons de caractéristiques des voies urinaires, c'est rare qu'une cystite se transforme en pyélonéphrite. Et les chocs septiques sur les pyélonéphrites, celles qu'on voit en garde de réanimation, c'est toujours au début de la prise en charge que ça devient très vite sévère. C'est rare, c'est sur des terrains psychiatriques qu'on voit des infections urinaires qui secondairement vont s'aggraver. Et là, c'est un retard de prise en charge évident de non-recours aux soins, ce qui est un autre problème. Donc non, on a le temps de bien faire. Et quelqu'un qui veut limiter sa consommation d'antibiotiques, parce qu'il y en a qui sont sensibles à ces discours-là, heureusement, on peut lui proposer d'attendre le CBU. Ça me paraît totalement faisable. Merci Yann. Merci François. Est-ce que dans la salle, il y a des questions? J'espère en avoir suscité.